good morning, Thomas. Good to see you. Hi. Let's check your voice. Your voice, okay, we can hear you very well. So this session will be in both languages. First, I will start with English questions or French questions, depending. So please use the chat to send the questions to Thomas. So we will take them as they're coming. And since I already have one question, maybe the first is to ask Thomas little update on where you stand with the missions. I prefer that you do that and give us a feedback on where you are, how you are, and everything. Yeah, so we're good. We're putting the finishing touches on the training. There's only a few days, 3 days exactly, a little bit less now to go before the launch. Everything's going well. The rocket is ready. The spacecraft is ready. We actually had a couple days of margin that we didn't need in the end. So now the rocket's just going to sit on the launch pad today and tomorrow, pretty much, before the final prep on Wednesday. And then on Thursday, we'll be ready to launch. The crew is happy. The crew is in great shape, in high spirits. The families are here at the Cape. And everything is fine. We're trying to enjoy our last few days on Earth before leaving the planet for 6 months. Great. So since I had already questions, some of them sent by email, I would give the floor to Pierre-François Morio. Pif's question is actually two questions he asked me to ask you, and let's switch to French. Donc les questions pourront être posées en anglais ou en français. Les réponses seront données également en français par Thomas. Donc une question de Pierre-François Morio. Donc vous allez passer. Bon, lui il commence par la fin. Donc on se projette déjà dans le moment où tu vas voyager pour le docking vers la station. Tu vas passer 23 heures dans le Crew Dragon. Tu as été entraîné dans cette capsule. La grosse différence entre Crew Dragon et Soyuz, est-ce que tu peux en parler? Et aussi, peut-être en deuxième question, on peut commencer par là aussi, c'est une fenêtre instantanée. Combien de temps Falcon 9 peut rester sur son pas de tir? Parce que c'était 3 jours maximum pour Soyuz. Ton micro, Thomas. Oui, pardon, désolé. On peut rester sur le pas de tir. Alors, pas indéfiniment, mais tant qu'on n'est pas fuelé, on peut rester assez longtemps. On a effectivement une fenêtre instantanée, mais on a quelques options de tir. En fait, on a à peu près 3 jours on, 2 jours off en fonction des fenêtres orbitales. Donc, si on peut décaler encore une fois ou deux, ensuite on sera remis à la semaine suivante. Donc, évidemment, on espère que ça va pas arriver parce qu'on a envie de partir à l'heure. Tout le monde a envie de partir à l'heure. Ça simplifiera la vie de tout le monde, disons ça comme ça. Ensuite, la grosse différence, le Dragon, c'est un seul volume en fait. Le Soyuz, c'est vraiment 2 volumes différents. Les gens n'ont parfois pas conscience que les photos, c'est toujours les astronautes dans le poste de pilotage, on va dire. Mais sur le dessus, on a un volume d'habitation, volume de vie, enfin on appelle ça comme on veut, qui nous permet de passer un peu de temps, de dormir, de manger. Il y a les toilettes qui sont là-haut, donc on peut se séparer comme ça dans la cabine. Dans le Crew Dragon, ce sera pas possible. Bon, ça change pas grand-chose. La cabine est plus spacieuse. Après, évidemment, en termes de système, sans rentrer dans les détails, c'est plus moderne, c'est plus automatisé. Il y a les displays, enfin les représentations d'informations pour l'équipage sont vraiment super confortables. On a une conscience de la situation. On n'est pas obligé d'interpréter plein de petits indicateurs analogiques. On a vraiment c'est un peu comme naviguer avec son navigateur GPS par rapport à naviguer avant à l'estime, on va dire, pour les gens qui connaissent. Mais voilà, les lois de la physique sont les mêmes pour tout le monde, par contre. Donc, il faut contrôler tout ça de manière sûre et on est sûr que c'est la manière dont ça va se passer. Merci Thomas. Antoine Meunier pour la question suivante. Vas-y Antoine, si tu peux t'exprimer. Oui, bonjour Philippe, bonjour Thomas. Une question concernant les expériences. Tu vas assurer le suivi d'expériences menées lors de Proxima. Ce que j'aurais voulu savoir, sais-tu si certaines ont déjà connu ou connaissent en ce moment une application concrète au sol? Oui, alors évidemment, par contre, c'est vrai qu'en tant qu'astronaute, une fois qu'on a réalisé l'expérience, tous les résultats retrouveront au sein des départements scientifiques de l'agence et ensuite avec les laboratoires. Donc parfois,
on n'assure pas vraiment le suivi après-vente nous-mêmes. On espère que l'agence le fait et on sait que les laboratoires le font, vu qu'évidemment, après, publient des résultats scientifiques. De temps en temps, on voit passer des publications, mais pas toujours. Je sais qu'on avait des expériences sur les surfaces intelligentes, en fait, qui ont eu vraiment des applications et notamment, on en a beaucoup parlé pendant malheureusement les périodes de pandémie. Je sais qu'il y a eu beaucoup de publications sur une expérience sur le cerveau aussi qui s'appelle BrainDTI, qui étudie un petit peu comment le cerveau se rebranche dans l'environnement. Pardon, pas dans l'environnement, mais comment le cerveau se rebranche dans un nouvel environnement pour les astronautes, notamment à bord de la station spatiale. Il y a une expérience qui s'appelle PK4, Piqué Fort, qui fait des plasmas froids, en fait. Ça, je sais qu'il y a une application qui est très concrète pour la lutte contre les bactéries qui sont résistantes aux antibiotiques, comme les staphylocoques dorés, les streptocoques. Et je sais qu'il y a une expérience de cristaux, en fait, qui a des applications sur la myopathie de Duchenne. En fait, les protéines ont des structures cristallines. Donc, on peut évidemment réaliser et créer de manière beaucoup plus fine et beaucoup plus précise sans que ça s'écrase sous son propre poids à bord de la station. Et ben, notamment dans cette application-là en médecine, c'est assez clair. Voilà, donc ça, c'est des exemples comme ça, mais évidemment, pour avoir une liste exhaustive et des résultats plutôt détaillés, il faut demander aux agences et à l'ESA et pas directement à moi. Merci Thomas. Je vous en prie. Ok, je passe la parole à Simon Rosé, RFI. Simon, tu peux t'exprimer. Lorraine, can you unmute Simon? Oui, merci, bonjour. Bonjour Thomas, j'espère que tout va bien, malgré la pluie ici. Une question sur ce lancement pour le jour de la Terre, donc le 22 avril, je sais que c'est un sujet qui te tient à cœur. Tu en as parlé après ta première mission. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu veux mettre particulièrement en avant à l'occasion de cette mission? Est-ce que tu veux peut-être en faire un peu plus? Je ne sais pas si on peut le dire comme ça, mais sur ce thème du dérèglement climatique. Oui, bah c'est sûr qu'on va en parler. On va en parler parce que, bah, évidemment, coïncidence, on l'a pas fait exprès, mais on quitte la planète le jour sur le jour de la planète, justement. Bah, c'est l'occasion de parler de ces thématiques-là. Moi, ce qui me fait plaisir, c'est que les agences sont vraiment, dont les uns, évidemment, la NASA, le CNES, sont vraiment un peu précurseurs dans cette lutte-là. On s'en rend pas souvent compte, mais c'est parce qu'on a pris le recul de se mettre dans l'espace, en fait, qu'aujourd'hui, on peut conclure sur le changement climatique et les phénomènes globaux à l'échelle de la planète. On va pas mesurer la température de l'eau avec des petits bateaux un peu partout sur l'océan Pacifique. Non, tout ça, ça s'observe depuis l'espace. C'est parce qu'on a des flottes de satellites qui sont là pour l'observation de la Terre, comme le programme Copernicus de l'Agence spatiale européenne. Donc, ça me fait plaisir de participer un peu à ce combat-là, à mon niveau. Alors après, c'est vrai qu'à bord de la station spatiale, souvent la recherche, elle est pas toujours directement tournée vers l'environnement. Il y a de la physiologie, de la médecine, des sciences des matériaux, etc. Mais c'est pas grave. Ce qui compte, c'est que nous, on participe à ce mouvement-là et que comme on a un programme spatial habité, tous les autres domaines de l'Agence spatiale européenne en bénéficient, et notamment celui qui est directement lié à la lutte contre le climat. On a ce rôle de témoin un petit peu en tant qu'astronaute, donc on va continuer à essayer de faire ce travail-là, même si évidemment c'est en plus de la journée de travail, mais ça fait plaisir à tout le monde, à tous mes collègues. Je pense qu'on a tous cette sensibilité. Prendre un peu ce recul-là, regarder ce qui se passe sur la planète, le montrer aux gens, et puis ensuite la prise de conscience, je pense qu'elle est en train de bien se faire, et maintenant il faut passer à l'action sur les moyens concrets de réduire la pollution et d'enrayer le changement climatique sur Terre. Merci. Ok, Nicolas Traîneau, s'il te plaît, RMC. Oui, bonjour. Bonjour Thomas. Vous l'aviez indiqué donc avant de décoller comme à Baïkonour, vous allez suivre certains petits rituels les jours qui arrivent et avant d'embarquer. Je voulais savoir notamment, vous avez dit qu'il y avait des indicateurs de gravité, notamment des peluches qui ont été choisis par chacun. Quelle est la vôtre? Comment vous vous sentez bien sûr avant de partir? Et puis une autre petite chose, on va recevoir Thierry Marx sur RMC qui vous a une nouvelle fois concocté des plats pour votre voyage dans l'espace. Et voilà, est-ce que vous êtes pressé de vous régaler de nouveau avec ces plats de chef étoilés dans les étoiles? Oui, alors 3 questions en une. L'indicateur de gravité, enfin de zéro gravité, on va dire, c'est 1 pour l'équipage, c'est pas un chacun. Donc c'est plutôt là, c'est plutôt Aki qui a un enfant
qui a un petit garçon qui a l'âge d'en avoir un, en fait, on va dire, un indicateur d'antigravité, une petite peluche, qu'il a choisi. Donc, par contre, j'ai pas le droit de le dire, évidemment, ça fait partie des traditions, c'est que ce soit un peu la surprise quand on arrive en orbite et que tout se met à flotter dans la capsule. Évidemment, nous, on est encore attachés, mais la première chose qu'on devrait voir flotter à la caméra, ce sera ça. Alors, évidemment, je vous engage à regarder. Mais voilà, pour ce qui est de la nourriture, effectivement, on a eu. Alors, à chaque mission, on fait un peu plus. Normalement, à chaque mission européenne, on a de la nourriture nationale du pays de l'astronaute concerné, avec des plats qui sont réalisés en fonction de ses goûts personnels. Moi, j'ai eu la chance, en fait, qu'il y ait eu un héritage dans les vols habités français. Alain Ducasse a toujours fait la cuisine pour les missions du CNES dans les années 80-90, et puis les missions de l'ESA. Donc, j'ai hérité de ça. Il y a des plats qui sont encore disponibles à bord pour le collègue russe et américain qui viennent de ça. Ma première mission, on avait fait appel à Thierry Marx, il avait fait 3 plats pour moi. Et cette mission-là, il a récidivé, donc tant mieux. On a aussi demandé à la Cervère, qui est le traiteur d'Air France et beaucoup de compagnies aériennes, que j'ai eu la chance d'expérimenter en tant que pilote quand même pendant quelques années, et dont le boulot, c'est de faire de la nourriture, on va dire, en boîte, qui est faite pour être dégustée dans un environnement un peu extrême, qui est l'avion. Mais tout en étant quand même un peu représentatif du goût à la française et de la culture de la nourriture française. Donc, on a décidé de faire appel à eux. On a eu raison parce qu'ils nous ont fait 3 plats absolument succulents. Donc, tout ça, ça me fait beaucoup de nourriture française. Mes collègues sont très contents. Les Américains, les Japonais, le Japonais, les Russes, ils ont déjà prévu de me subtiliser ma nourriture le plus souvent possible. Mais ça va se négocier, en fait. Le cours de la nourriture française à bord est élevé. Très bien, Nicolas. Merci. Donc, le prochain, c'est Monsieur Hoff. Monsieur Loff. Ah, Sébastien Loff-Lecoq, bonjour. Sébastien Loff, Bonjour oui. Thomas, ici la Normandie. Petite question. Je voudrais savoir, en fait, comme je sais que tu aimes partager beaucoup la façon dont tu vis les choses, que tu auras en fait dans la tête, dans la dernière minute, les 30 dernières secondes du compte à rebours final, comment ça se passe dans la tête d'un astronaute, et tu as déjà vécu cette expérience, donc tu peux sans doute nous dire ça très précisément. Oui, comment ça se passe? En fait, c'est assez bluffant. Je ne sais pas à quel point les gens se réalisent, mais on a fait la répétition générale hier. Donc hier, à l'heure exacte du décollage, on était dans la capsule en haut de la fusée, donc sur le pas de tir. On est monté, le pas de tir fait 70 mètres à peu près. Enfin, la fusée fait 70 mètres de haut, donc on était dans nos scaphandres dans la fusée. Qui n'a pas été la seule chose qui manquait, c'était le carburant. Évidemment, on n'a pas fait le plein, on va dire, de la fusée avant de partir. Ça va être un peu compliqué, mais à part ça, tout était réel. Et pourtant, on se croyait au simulateur, en fait. Avec mes collègues, on l'a fait déjà tellement des dizaines et des dizaines de fois. Alors, je ne veux pas dire des centaines, mais c'est un certain nombre de dizaines, on va dire, que tout était familier, en fait. Quand je regardais les écrans, la capsule, le sas qui était fermé, ça me rappelait exactement ce qu'on a vécu au simulateur. Donc partant de là, c'est malheureusement assez souvent quelque chose d'assez routinier. On a l'impression de revivre ce qu'on a déjà vécu. Ça me fait sourire parce que c'est quand même des sensations agréables. Et puis on égrène un peu dans sa tête le compte à rebours. On a une pensée pour ses proches, pour sa famille. C'est quand même un moment un peu intense. Et puis très vite, on se tourne en fait vers la technique. C'est pas très poétique. C'est vrai que j'ai envie de rêver, mais vraiment, on a une tâche à réaliser. On veut pas perdre une seule information qui serait importante. On veut pas rater une seule action qui serait importante. Donc c'est un peu comme un sportif, je pense, qui s'aligne sur la ligne de départ pour la finale du 100 mètres des Jeux Olympiques. On pense qu'à une chose, c'est ça, quoi. Merci beaucoup. Très bien. Donc, notre prochaine question, c'est Monsieur Surik. Hello, Dieter Zurich, Süddeutsche Zeitung in Germany. I got 2 questions. First, concerning the COVID precaution, do you get any vaccinations before launch? And the second, I think you will join Matthias Maurer at the ISS for 1 week. Do you have some projects together with him? Yeah, so the first question, the whole crew was vaccinated because we don't want to bring any viruses in general. And we're always under a strict quarantine before we launch. It was the case last time when I launched from Baikonur in the Soyuz. You can't see your family. You're having doctors looking at you every day. You live separated from everybody else. The contacts are very limited. So it's nothing new for me. I've already seen this last time, and you would see this before every launch. Obviously, the difference this time is the COVID pandemic.
and the whole crew was vaccinated, it would be a catastrophe to bring COVID to the space station. You would have to bring down everybody. There's no guarantee how we could clean up the station without anybody up there, and you couldn't send anybody new as long as you're not sure that the station is clean. So we want to avoid this at all costs. So yes, we were vaccinated, all of us. And your second question, yes, towards the end of my mission, Matthias is the next in line for ESA, flying after me, and after him will be Samantha Cristoforetti, so 3 flights in a row, 6 months each, which is great. We have some activities. I don't want to spoil everything, but obviously is gonna keep up the same experiments as what I will have been running for the next 6 months. I will hand over the Columbus laboratory to him, give him the keys, so to speak. He will be in charge of all this. I'll be the commander if everything stays according to plan at the time, so I can give him some pointers and help him out. It's going to be his first mission, and then he will run the show. I'm sure we'll have a full program. We'll try to highlight the European cooperation in space, because that's what brings us to the ISS. That's what makes us such an important partner in the ISS partnership. And France, Germany are at the heart of the European cooperation. So we'll put the highlight on this as much as we can. And hopefully it's going to be more than 1 week, but the launch and landing dates are not quite set in stone yet. So we'll see. Thank you. Merci Thomas. Donc là, je vais essayer d'être assez explicite. Je vais lire la question pour BFM TV qui veut passer en live. Donc, est-ce que votre second séjour dans l'espace s'annonce plus difficile que le premier, mentalement et physiquement? Je pense que le deuxième séjour, il est plus difficile que le premier. Physiquement, peut-être pas, parce que j'ai l'impression d'être dans la meilleure forme de ma vie en ce moment, même si je suis un peu plus vieux, évidemment quelques années en plus que la dernière fois, mais je sais pas, avec l'expérience ou peut-être moins d'insouciance. Avant, je comptais un peu sur ma jeunesse pour être en forme. Maintenant, je sais que il vaut mieux aller faire trois quarts d'heure de footing tous les jours. Donc maintenant, je suis vraiment en pleine forme physique. Je pense que physiquement, ça va très bien se passer. Mais par contre, mentalement, oui, c'est plus difficile. C'est plus difficile parce que on sait à quoi on s'expose. En fait, la première fois, on part à l'aventure. On sait que ça va être difficile parce qu'on vous l'a dit, parce qu'on l'imagine, parce qu'on est capable de le comprendre, mais on ne sait pas exactement à quel point, on ne sait pas exactement qu'est-ce qui va être difficile et quand ça va être difficile. La deuxième fois, on sait exactement à quoi on s'expose. Quand on a déjà couru un marathon, on sait que ça va faire mal. Là, c'est exactement la même chose. Donc ça, c'est peut-être un petit peu plus difficile. Et puis la situation sur Terre, enfin la pandémie de Covid n'a pas rendu l'entraînement facile, a fait que on s'est retrouvé très isolés nous-mêmes pendant l'entraînement. Donc on se prépare à quitter nos proches, à quitter la Terre pour 6 mois. Et malheureusement, ça fait déjà presque 1 an qu'on est quasiment en isolation. Donc ça, c'est pas génial non plus. J'aurais bien aimé avoir, un peu comme tout le monde évidemment, plus de liberté, plus de possibilités pendant l'année qui vient de s'écouler. Mais bon, évidemment, quand on va dans l'espace, on peut pas se plaindre. Merci. Question suivante, c'est pour Marie-Ange Sanguy. Oui. Bonjour Thomas, bonjour Philippe. Première petite question, as-tu pu échanger avec l'équipage de Démo 2 pour savoir comment ça s'était passé et comparer par rapport à leur expérience et par rapport à ce que tu as vécu dans l'entraînement? Et là, une question, la deuxième question, c'est pour un collège de Chamalières qui est dans le Puy-de-Dôme. Tu as fait de très belles photos lors de la mission Proxima. Et est-ce que pour Alpha, tu pourrais leur faire une photo de la chaîne des volcans qui est classée au patrimoine mondial de l'UNESCO? Oui, une photo de la chaîne des... écoute, pourquoi pas, on va essayer. Tu sais que la photo, c'est beaucoup d'opportunités à bord de la station, parce qu'évidemment, ça se fait en dehors des heures de travail, donc on ne peut pas vraiment planifier ces photographies, à moins que ce soit après 8 heures le soir ou avant 7 heures le matin, ou le dimanche. Donc, faut espérer que ça va tomber dans ces moments-là. Faut espérer que le temps soit beau, ce qui n'est pas toujours gagné, parce qu'évidemment... ce qu'on n'imagine pas non plus, c'est que les 3 quarts du temps, il y a quand même des nuages, donc ce qui rend les photos quasiment impossibles. Mais moyennant tout ça, ouais, je vais faire de mon mieux. Après, on m'a soumis beaucoup de listes de choses à faire. Malheureusement, je suis un peu victime de mon succès de la première mission, parce que maintenant. Faut pas être un bon photographe. Ouais, je sais pas, mais le point de vue est bien. Disons que ça aide pas mal, mais oui, on va essayer. Écoute, il faudra suivre la mission sur les réseaux sociaux et puis on verra bien. J'ai oublié la première question, par contre, si tu peux me la rappeler. Est-ce que tu as pu échanger avec l'équipage de Démo 2 et voir, apprendre, savoir un petit peu connaître leur expérience?
Oui, alors déjà, il y a un processus de feedback officiel qui est extrêmement sérieux, hein, à travers le SpaceX et la NASA essentiellement pour cette partie du vol. Mais eux, ils ont été en plus impliqués dans le développement de la capsule de A à Z. Hein, donc, leur retour d'expérience, il a été extrêmement écouté, il a été pris en compte donc via les canaux officiels dont on a bénéficié. Mais après, évidemment, on a des connexions avec eux parce qu'on est collègues. Megan étant mariée avec Bob Behnken, évidemment, ça fait des connexions encore plus proches. Donc, on a pas mal parlé avec eux, on a pas mal bénéficié de leur expérience. On est prêt, j'ai envie de dire. Il n'y a pas grand-chose qui est inconnu. On a eu que 2 vols, enfin 2 décollages, un seul atterrissage. Mais on a l'impression d'être en terrain inconnu. Il n'y a pas 200 vols comme le Soyouz, mais on ne s'attend pas à des grosses surprises. S'il y a quoi que ce soit, de toute façon, on leur passera un coup de fil depuis la station spatiale. Merci beaucoup, puis enjoy your lunch. Merci. Ok, donc le suivant, c'est Issam Ahmed, s'il vous plaît. Issam? Yeah, hi, can you hear me? At least I can. Okay, great. Thank you so much for doing this. I'm sure you're getting very busy with your preparations. What kind of ride do you expect the Crew Dragon to feel like? I know the demo guys talked about it being a bit of a rough one. And is it a bit weird that it's all sort of being handled autonomously? Is that a sort of odd experience? And sorry, a few more questions to tackle while I have the time. What is your favorite? What is the experiment that you're most looking forward to? And can you give us a clue about what kind of meals that you're bringing on board? I know you're bringing on board some French meals, so can you tell us a little bit more detail? Is that a surprise still? Yeah, absolutely. So the Crew Dragon, and especially the Falcon 9 ride up into orbit it was said it's a little bit rough compared to mostly from the shuttle guys, from the space shuttle guys. So I don't think it's that much different from a Soyuz ride into orbit. It's only two stages, not 3. So first stage for a little bit more than 2 minutes, 2:30, and then all the rest of the time on the second stage. As always, the transition between stages when the engines shut down and then the stage is jettisoned. There's a jolt, it jerks all around the place, there's some vibration, but the rest of the time it's pretty smooth. The higher you get away from the density of the atmosphere, the smoother it gets. And the acceleration on the second stage is actually very progressive. If you look at the G curves, actually, which is pretty much the only data I have at my disposal and the subjective feeling of my colleagues, I don't expect it to be bad at all. Everybody loved it. Everybody who flew on the Dragon and on Falcon 9 loved it so far. Return to Earth is always a bit rough, but that's the same in every single space vehicle. It's not easy. As far as being automated, I think it's great. I think everything is more and more automated. I don't think there's anything wrong with that, and you cannot get away from that. Your phone is just a box of automation. Your car is more and more automated. Planes are more and more automated. And it just increases the safety in general. You can do so much more. For us, what it means is that many actions to take in a nominal situation. Of course, in an off-nominal situation, we have to take action. But what it means is you're available to manage the situation. Your situational awareness is just unbelievable. You have these huge, big screens that are showing you, like in every possible way, what's happening. The priority of the information is already analyzed by the system. The color coding is great. The way the information is laid out is just fantastic. You know all the time what's going on. And on Soyuz is unbelievably reliable, but you had to make sense of all that information that was sparse and disseminated at every corner of your control panel with digital gauges and analog gauges, and you had to make sense of this. That's why the training was so much longer. So I think it's great. We all love it, and I think it makes the system more reliable overall. Yeah. The experiments, you've asked about the experiments. Yeah, there's one that I really like. It's mini brains. It's really stem cells that are put together, like brain stem cells, and we're going to study them on orbit.
because scientists think that being in weightlessness is gonna bring a lot to the way they understand the behavior of stem cells. So we have mini brains that we bring to space and that we'll play with and they'll bring back down. It really sounds like science fiction to me. And then you talked about meals. Yeah, I have a lot of really nice food has been made for me. I'm going to mention just one in my dessert is going to be crêpes Suzette, which is a French crêpes with a really nice flavor of orange and etc. And it reminds me of when I was a kid, and that's what I'm going to share with all my crew members up there on station. Thank you so much. So, of course, we only have 4 minutes left and we need to be on time. And so I'm very, very sorry for that many people who will not be able to ask questions. But next is Ivan Litvinov. Ivan Litvinov. Bonjour, est-ce que vous m'entendez bien? Oui. Très bien. Merci, bonjour Monsieur Pesquet. J'ai une petite question par rapport à votre... Vous avez été récemment nommé ambassadeur de bonne volonté de la FAO, notamment par rapport au thème du gaspillage alimentaire et du partage des ressources. Peut-être savoir comment vous comptiez jouer ce rôle à bord. Et pour répéter la question du coup de mon collègue, moi aussi je suis assez curieux de savoir ce que vous allez manger exactement dans ces petits pots de Thierry Marx durant votre vol. Merci beaucoup. Oui, pour ce qui est de ambassadeur de bonne volonté de la FAO, effectivement, c'est un thème qui me tient à cœur. Parler de changement climatique et puis aussi de nourriture. Je pense que un de nos premiers leviers, c'est quand même ce qu'on mange en même temps qu'une nécessité de base. Hein, c'est vraiment celle qu'on doit satisfaire en premier. Je pense que la manière d'aborder tout ça, c'est d'utiliser la station spatiale un peu comme un exemple, comme une petite démonstration de la situation de la planète. En fait, c'est typiquement la même chose. La planète, c'est ni plus ni moins qu'un gros vaisseau spatial, hein, avec un équipage de bientôt un jour 10 milliards d'habitants. Mais 10 milliards de membres d'équipage, on va dire, mais qui est parti comme ça dans ce vol autour du Soleil, un peu sans fin, comme de la même manière que nous, on est en vol autour de la Terre, mais les similarités, c'est des ressources limitées, un environnement extrême, et puis il faut entretenir le vaisseau, il faut bien s'entendre, il faut faire marcher tout ça le plus longtemps possible. Évidemment, nous, la nourriture, on peut pas se permettre de gaspiller, on peut pas se permettre d'avoir du suremballage, on peut pas se permettre d'avoir des choses qui nous maintiendraient pas en bonne santé. Donc, je pense qu'il y a beaucoup de parallèles, beaucoup de messages à faire passer au travers de notre expérience à nous à bord par rapport à ce que les gens vivent sur Terre. Ensuite, par rapport aux plats qu'on mangera à bord, alors encore une fois, Thierry Marx m'a fait des plats, mais la Cervère aussi en a fait 3, donc en tout, ça en fait 6. Donc, je vais avoir du bœuf bourguignon, alors j'en cite que quelques-uns, du bœuf bourguignon un peu traditionnel, cuisine traditionnelle. Les gens sont beaucoup recentrés sur la cuisine maison. Je pense en 2020, le confinement est passé par là, on a une envie d'authenticité. Une tarte amandine aux poires, des crêpes Suzette, ou un petit risotto, enfin un riz à la risotto, on va dire, d'épeautre. Voilà, c'est des choses comme ça qu'on va essayer de partager tous ensemble. Ok. Il va falloir qu'on prenne une dernière question. Donc, on n'a plus vraiment beaucoup de temps, Thomas. Donc, il faut question brève, réponse brève. Sophie Becherel. Sophie. Bon. On n'a pas Sophie. Ok. Et donc, je donne la parole à Philippe Richard à ce moment-là. Philippe Richard pour une dernière question. Ah oui, est-ce que vous m'entendez? Oui, j'entends. Oui, bonjour. Oui, on sait que vous avez un planning très serré qui vous tient très occupé à bord de la station. Selon vous, combien de temps est-ce qu'on tiendrait dans la l'ISS autrement sans déprimer? Parce qu'il va y avoir des tours spatiaux qui, eux, doivent y passer une semaine. Est-ce que c'est le bon temps de séjour sans avoir des expériences à faire toute la journée? Je pense que oui, enfin, ça dépend un peu de la motivation qu'on y met. En fait, on parle de vol. Alors, le tourisme spatial, faut faire un peu attention. C'est plusieurs choses. Ça peut être des vols suborbitaux, ça peut être 4 jours à tourner autour de la Terre, mais sans monter vers l'ISS. Ça peut être une mission vers la station. Je pense qu'ils sont toujours assez occupés. Il y a quand même toujours enfin, moi, j'en ai jamais rencontré, mais il y a toujours dans le passé, quand ils ont volé avec le Soyouz, des projets qui étaient faits de photographie, d'enregistrement, etc. Donc, je pense qu'au final,
Une semaine, ça passe assez vite. Au final, il faudrait pas dépasser, allez, 2 mois. Je pense que 2 mois dans la station, si on était vraiment moins occupé, ça devient un peu plus difficile. Mais moi, j'ai pas eu la malchance de le vivre parce que 6 mois dans la station, on était tellement occupé que c'est passé très très vite. Et est-ce que vous avez dû vous entraîner pour certaines expériences à terre avant de les faire, avant de les... Oui. Toutes les expériences donnent lieu à un entraînement dans l'agence qui en est responsable. En fait, les expériences de la NASA à Houston, les expériences de l'Agence spatiale européenne à Cologne, à notre centre des astronautes, etc. Alors là, on a fait des choses aussi à distance à cause de la pandémie, malheureusement. Mais globalement, oui, tous les protocoles, on les a répétés, on a découvert l'équipement, on veut rien laisser au hasard. On veut que quand on réalise cette expérience à bord de la station, on soit déjà familier avec elle pour avoir les meilleures chances de réussite. Voilà, bien malheureusement, on est obligé de couper puisque nous sommes en transmission directe et puis nous avons promis qu'on allait te libérer, Thomas. Donc, je te remercie énormément d'avoir trouvé une demi-heure dans ton petit calendrier hyper chargé ce matin. Thanks to everyone for the participation. We will take care of some of these questions and provide an answer to this. And also ask Thomas if you're kind enough to add maybe your point of view. So thank you very much, Thomas, first of all, and everyone for attending this session. Thank you. Bye, everyone. For the launch. Thank you. Bye.